Ce livre m'a complètement anéanti. Ah oui? Je l'ai refermé et j'ai dû rester silencieux au moins 10 minutes. C'est tout à fait l'effet qu'il fait. C'est 14, de Jean Echenoz. Et là, on plonge vraiment dans la psychologie d'hommes, d'hommes ordinaires, des types qu'on pourrait croiser tous les jours, quoi. Exactement. Et qui sont jetés dans l'absurdité la plus totale de la Grande Guerre. Hmm. Le mot qui me vient, c'est implacable. C'est le mot juste, oui. On suit surtout un certain Antime, Un comptable, un comptable sans histoire en Vendée, un homme, comment dire, presque effacé. et il n'y a aucune préparation. On est lâché direct avec lui, en plein mois d'août 1914. Le son du tocsin. Oui, le tocsin qui annonce la mobilisation générale. C'est immédiat. Et c'est là que réside tout le paradoxe du récit. C'est l'histoire de 5 amis qui partent ensemble, Oui, mais où les destins les plus tragiques, les plus foudroyants, en fait, ils sont décidés par leur tentative d'échapper à la guerre. c'est complètement fou, non? C'est ça. Essayer de se sauver et en fait courir plus vite vers sa perte. Exactement. L'enjeu, au fond, c'est ça. 5 petites vies qui, mises bout à bout, racontent le sacrifice d'une génération entière. Une génération sacrifiée, sur l'autel de la première guerre industrielle. Tout à fait. Alors commençons par le début, cette fameuse illusion. On est en août 14, en Vendée, La campagne, l'été, il fait beau, c'est ça, les chansons dorées. Et au milieu, le tocsin sonne. mais l'ambiance n'est pas du tout à la panique. Non, c'est presque une fête de village, quelque chose d'irréel, une sorte d'excitation collective. On nous présente donc ce groupe de 5 amis, des camarades de pêche et de café, comme ils les appellent, Il y a Anthem 16, le comptable, notre personnage principal, et son frère aîné, Charles. qui est tout son contraire, plus sûr de lui, charismatique. Il est administrateur de l'usine de chaussures familiale, l'usine Borne 16. Et pour compléter le groupe, on a les 3 copains, les gars du coin. Arsenal le bourriolier, Bossis les carisseurs et le jeune Padiolo qui est garçon boucher. C'est vraiment la France de l'époque, ça. Des métiers manuels, une vie simple, Et ils partent tous ensemble, la fleur au fusil. persuadés que ce sera l'affaire de 15 jours. On part à Berlin, on rentre pour les vendanges. C'est presque une excursion. Mais au cœur de cette fausse légèreté, il y a une dynamique bien plus complexe. Le triangle amoureux. Un triangle amoureux silencieux, à peine murmuré, avec au centre une femme, Blanche Borne. La fille du patron de l'usine. C'est ça, et officiellement, la situation est claire. Elle est avec Charles, le frère aîné. Le beau parti. Elle est même enceinte de lui. C'est un secret, bien sûr. Mais tout le monde sent qu'il y a autre chose. Quelque chose avec Antime, le frère cadet. Ce n'est jamais dit, jamais formulé. Non. Toute cette tension, elle ne tient qu'à un seul moment. Un seul regard échangé sur le quai de la gare. C'est une scène incroyable. La gare est noire de monde, les chants patriotiques, le chaos, quoi. Et au milieu de tout ça, leurs yeux se croisent. Une seconde suspendue. Une promesse silencieuse. Et c'est ce lien secret qui va servir de détonateur à la première grande ironie du livre. Blanche s'inquiète pour Charles, le père de son enfant. Elle veut le protéger. Évidemment. Alors elle utilise les relations de son père pour lui obtenir une planque, un poste qu'elle croit plus sûr. Il est muté loin de la boue. Il devient photographe dans la toute nouvelle aviation de reconnaissance. Ça semble génial. Voir la guerre de haut, prendre des photos, un destin protégé. Sauf que c'est là que le piège se referme. C'est la première tentative d'échapper au destin commun. Et elle est fatale. En 1914, l'aviation, c'est expérimental. Personne ne s'en méfie vraiment. Mais ça devient une arme redoutable bien plus vite que prévu. La planque de Charles se transforme en cible volante. Exactement. Et le destin frappe avec une rapidité foudroyante. On est en septembre 14, à peine un mois après le départ. Et l'avion de Charles est abattu. Abattu au-dessus de la Marne. Fin de l'histoire. Son poste protégé n'a fait qu'accélérer sa mort. Il y a cette phrase terrible d'Echanoz. Oui. Charles a disparu encore plus vite dans le ciel qu'il ne l'aurait peut-être fait dans la boue. C'est un avertissement glaçant dès le début du livre. Toute tentative de maîtriser le destin est vaine. Pire, elle est contre-productive. La première tentative d'évasion, c'est la mort la plus rapide. Et pendant que Charles tombe du ciel, les 4 autres découvrent l'enfer sur Terre. La réalité du front. Et là encore, Echenoz ne met aucun héroïsme. Il écrit la guerre comme un opéra sordide et puant. Il ne juge jamais, il ne s'apitoie pas, il décrit les faits, bruts. C'est presque une caméra de surveillance. Et c'est ça qui est terrible. Ce détachement rend la violence encore plus insoutenable. On est seul face à la brutalité. La boue, le froid, les poux, les rats. Les rats, gros comme des chats, qui se disputent les cadavres. Et pour supporter ça, il y a l'alcool,
le fameux pinard. Oui, le livre insiste là-dessus, fourni en abondance par l'état-major. Et ce n'est pas que pour donner du courage, c'est une anesthésie organisée. Ça me glace le sang, ce détail. On leur donne de quoi s'oublier eux-mêmes. Parce qu'un soldat lucide est un soldat qui pourrait se révolter. C'est une gestion chimique des troupes. Et cette absurdité, elle est aussi matérielle, presque comique si elle n'était pas tragique. Ah, les casques bleus brillants. C'est ça, bleu brillant. Au début, les casques sont peints de cette couleur, très jolie, très militaire. Sauf que sous le soleil, ça transforme chaque soldat en une attrayante cible. Ça brille à des kilomètres. Une décision prise dans un bureau parisien sûrement. Et la solution, bien sûr, elle ne vient pas de l'état-major. Non, elle vient des poilus. Ils enduisent leur casque de boue pour ne plus briller. Le bon sens face à la stupidité. C'est ça la guerre. Survivre à sa propre armée. Au milieu de ce chaos, les 4 amis qui restent s'accrochent à une seule chose, leur amitié. Ils font tout pour rester dans la même unité. C'est leur seul point de repère. Mais la guerre est une broyeuse impersonnelle. Elle se fiche des liens humains. Elle va les désintégrer, méthodiquement. Un jour, un obus éclate au milieu d'eux. Le hasard. Et ils tuent Bossis sur le coup, volatilisé. Et le même éclat d'obus, la même pièce de métal, Elle décide du sort d'Antime. Elle lui arrache le bras droit. c'est la bonne blessure, comme il disait. Une idée tellement horrible. La blessure assez grave pour vous faire rapatrier, mais qui ne vous tue pas. Il est sauvé par l'obus qui a tué son ami. Il rentre à la maison, manchot. Et le groupe se fissure encore. Un peu plus tard, on apprend le sort de Pagliolo. Le jeune garçon bouché. Attaque au gaz. Il survit. Mais il est aveugle. N'existe plus. Chaque ami est détruit par une facette différente de cette modernité macabre. Ce qui nous amène au destin d'Arsenal, le dernier des 3 amis d'Antime, encore au front. Et maintenant, il est seul. Il est à bout. Complètement. Un jour de printemps, la nature se réveille. Et le contraste avec l'horreur des tranchées devient insupportable. Il fait quelque chose de simple, de presque enfantin. Il s'éloigne du front. Sans armes, sans sac. Son seul but, c'est de se promener un peu. C'est tout. S'abstraire un moment de l'affreux merdier. C'est un besoin presque biologique. Mais la machine militaire, elle, ne comprend pas l'humain. Un homme qui s'éloigne est une anomalie. Une anomalie à corriger. Il est arrêté par des gendarmes, Son procès est une parodie. Jugé en quelques heures, pour l'exemple. condamné à mort. Et le comble de la cruauté, c'est qu'il est fusillé par son propre régiment. Ce sont ses anciens camarades qui sont forcés de le tuer. Son désir d'un instant de vie le condamne à mort. La deuxième tentative d'évasion se termine devant un peloton français. C'est l'ironie la plus cruelle de tout le livre. Et cette ironie, on la retrouve d'une autre manière, beaucoup plus cynique, à l'arrière. Ah oui, pendant qu'Arsenal est fusillé, Antime, lui, rentre au pays. Et il découvre que cet enfer est un business très très profitable. Pour sa propre famille. L'usine Born16 tourne à plein régime. Elle a un contrat en or avec l'armée. Elle produit en masse les brodequins des soldats. Les chaussures. Et le secret de leur profit record, Ce sont des malfaçons. une qualité volontairement médiocre. Le cuir est mauvais, les coutures ne tiennent pas. Ils font des économies sur le dos des soldats qui meurent de froid les pieds dans la boue. Le cynisme est absolu. Et ce cynisme atteint son paroxysme quand l'entreprise est poursuivie en justice. Pour fraude, la famille panique. Et qui envoie-t-il pour les défendre? Antime. C'est inimaginable. Lui, le héros mutilé. Son bras manquant devient l'argument patriotique ultime. Sa mutilation devient l'arme cynique pour blanchir l'entreprise. C'est à ce moment précis, au cœur de ce dégoût total, que quelque chose se passe entre lui et Blanche. Ils se retrouvent unis non pas par l'amour, mais par un cynisme partagé. Leur union se scelle sur les ruines de leurs illusions. Antime a donc survécu. Mutilé, traumatisé, sali, mais il est vivant. La guerre se termine, il a retrouvé Blanche, la vie semble pouvoir reprendre. On se dit qu'il a mérité un peu de paix. On pourrait croire que c'est la fin. Une fin douce amère. Mais juste quand on pense que c'est fini. Et Chénoz nous assène le coup de grâce. C'est un coup de poignard. On est en novembre 1918. L'armistice, la guerre est finie. Et Blanche donne naissance à leur fils. En souvenir de l'oncle mort au combat, il décide de le prénommer Charles. Et le livre se referme là-dessus. Nous laissant suspendus à cette pensée. Mais une pensée absolument glaçante. Un petit garçon qui naît fin 1918, qui porte le nom d'un mort de la guerre précédente. Quelle guerre, à votre avis, l'attend en 1939 quand il aura tout juste 20 ans?
Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.